Et bonsoir les zines, bonsoir les uns, moi c'est Valentin Després et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Demain le Monde. Je suis avec ma go Louisa Benchaban. Louisa, c'est comment ce soir ? C'est très bien, je suis très contente d'être avec vous comme toujours. Incroyable, et on continue cette nouvelle saison, cette nouvelle émission. Alors si comme nous, vous faites partie des gens qui pensent que le monde ne tourne pas bien rond en ce moment, Qui s'attristent de le voir toujours plus pollué, toujours plus abîmé. et qui ne comprennent pas pourquoi on laisse les plus pauvres s'appauvrir et les plus riches s'enrichir tout en faisant péter leur empreinte carbone, Alors vous êtes au bon endroit. parce qu'ici on ne se résigne toujours pas à ça. Demain le Monde, c'est votre émission consacrée à l'écologie et à la justice sociale. On va essayer de refaire le monde ensemble. Et pourquoi pas d'en inventer un qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et justement aujourd'hui pour refaire le monde avec nous, ce soir on a le plaisir d'être avec toi. Luciole, comment ça va ? Hello. Eh Hello. ben ça va, contente d'être de retour sur Move. Trop et bien. merci à vous de m'accueillir. Hein. Avec Très heureux plaisir. de t'avoir avec nous ce soir. Qu'est-ce que ça t'évoque le nom de l'émission Demain le Monde ? Alors ça me fait penser un petit peu, on en parlait juste avant, à mon émission que j'avais Oui. il y a maintenant quelques temps, qui s'appelait Qu'est-ce qu'on va devenir ? Donc pareil, on se projetait un petit peu. Mhm. Et il y a un peu de ça aussi dans le titre, hein, Demain le Monde. Hein, on pense un peu au futur, on se projette. Alors voilà, C'est un truc que tu as souvent en tête. C'est ça, exactement. Personne ne détient le secret de la suite. On n'est pas Madame Irma, mais par contre, j'adore le fait de D'y me projeter comme ça, d'y réfléchir et de débattre un peu ensemble sur T'es au sur bon comment endroit. on se voit Ouais, dans quelques années. Je crois que t'es bien tombé. Alors Luciole, pour te présenter un peu à celles et ceux qui te connaissent pas encore, on peut déjà dire que t'es une sorte de couteau suisse. C'est ça. T'as fait beaucoup de choses, t'évolues sur internet depuis une bonne dizaine d'années, mine de Mhm. rien. Et ouais. T'as d'abord été une figure de l'ombre, t'as été la directrice artistique de la chaîne de sketch Golden Moustache, t'as beaucoup bossé avec d'importants youtubeurs, t'étais également présente sur Vine à l'époque. Ouais. Alors pour les kids, Vine, c'est un peu l'ancêtre de TikTok. Et aujourd'hui, t'es créatrice de contenu, t'es aussi autrice, tu fais de la bande dessinée. Et enfin, last but not least, t'es navigatrice C'est ça. auprès de l'association Aileron. Donc un CV plutôt bien rempli. C'est clair. Moi j'ai envie de savoir, parce que tu sais, on parle souvent de trouver du sens dans son travail. Toi, dans toute la diversité de ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, à quel moment tu as eu l'impression d'être le plus à ta place ? Alors de base, moi je trouve beaucoup de sens dans la pluridisciplinarité, donc le fait de rajouter des cordes à son arc. C'est ça que je trouve stimulant. Moi, en tout cas, je suis très, très curieuse de nature. J'ai cet esprit un petit peu scientifique, on va dire, un peu curieux, où j'aime bien tout tester, j'aime bien essayer des nouveaux métiers. Donc, alors, il y en a certains qui demandent des compétences que je n'ai pas toujours. Ouais. Mais l'avantage de la création de contenu et de filmer, on va dire, un peu son quotidien, c'est qu'on peut explorer pas mal de choses, tel un journaliste. Ouais. Partir à la découverte de Et d'autres oui. métiers, de tenter d'autres choses et de le faire découvrir un peu au grand public. Donc ça relie un peu les passions qu'on peut avoir. Moi, en T'es toujours à l'occurrence, ta place au final. c'est la passion de l'océan, voilà. Ouais. Donc forcément, ça a mené à ça. Parce que les gens, parfois, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait sur un bateau ? On a le droit d'être passionné de ça, ça On paraît va en parler, improbable. on va en parler. Mais voilà, donc moi, je trouve... je m'épanouis en tout cas dans Dans la l'équilibre diversité des entre choses que la tu fais. passion, le Mhm. travail, etc. Eh ben ça tombe bien, on va en parler longuement, mais il faut que tu saches que dans Demain le Monde, on a une tradition, c'est qu'on évacue nos émotions contraires en début d'émission, les hypes comme les sums, et on va commencer tout de suite avec toi, Louisa. Et moi j'ai trop le seum depuis que je suis né. Et Louisa, tu voulais nous parler de la fameuse A69. C'est ça, pour rappel, l'A69, c'est une autoroute qui est censée relier Toulouse à Castres sur à peu près 53 km. Et cette autoroute, si vous en avez peut-être entendu parler, c'est parce qu'elle a été très très critiquée à cause de son impact environnemental et la destruction d'espaces naturels qu'elle engendrait. Il y a quelques semaines, on a eu plutôt une bonne nouvelle parce que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation du chantier, entraînant ainsi la suspension des travaux parce que le projet ne répond pas à, je cite, une raison impérative d'intérêt public majeur Sans qui blague. justifierait l'atteinte des espèces protégées et des espaces protégés plus globalement. Alors les anti-A69, ils se sont dit super, c'est une victoire historique. C'est la première fois que la justice annule une infrastructure routière de cette ampleur et à ce stade du chantier. Donc jusqu'ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais l'État a décidé de faire appel de cette décision et c'est là qu'on a le seum. En gros, ils vont dire à la Cour d'appel administrative de suspendre la décision du tribunal de Toulouse en attente d'un jugement de fond, donc en gros en attente de l'appel. Comme ça, les travaux Ah, il peuvent gagne du temps, continuer. quoi. C'est ça, gagner du temps pour continuer les travaux. Il y a même des parlementaires qui vont déposer un projet de loi pour demander la reprise des travaux et ça montre encore une fois que l'État est en totale contradiction avec ses engagements
réchauffement. Le gouvernement français, pour rappel, il s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter l'artificialisation des sols, c'est dur à dire. Et la 69, en détruisant des terres agricoles et des écosystèmes, ça va à l'encontre de ces engagements, évidemment. Donc maintenir le projet malgré la décision de justice, c'est une incohérence avec la transition écologique. T'as suivi un peu ce dossier, toi, Luciole ? Ouais, carrément. Et en effet, ça fout le seum. Ouais. Oui. Le manque de confiance totale qu'on a maintenant envers toutes les décisions qui sont prises. C'est clair. Et le fait de ne plus pouvoir se réjouir des bonnes nouvelles parce qu'elles peuvent disparaître d'une seconde à l'autre. Ça allait très vite. Voilà. Et ça, psychologiquement, c'est pas évident, je suis d'accord. On est vraiment laissé à l'abandon là-dessus. Donc oui, j'ai suivi, mais c'est éreintant de suivre ce genre de dossier parce qu'en fait, c'est les montagnes russes. Ouais, c'est l'ascenseur émotionnel. Ouais, On exactement. espère une issue positive quand même. On espère. Et toi, Val, je crois que tu avais envie de nous hyper aujourd'hui. Je suis hyper. Ouais, moi ce qui me hype, c'est qu'à l'approche de l'été, j'ai l'impression que partir en train en Europe, ça devient une alternative de plus en plus convaincante. Bon, déjà, à la base, je rappelle que le train, que ce soit le TER, le TGV ou n'importe quel train, en fait, c'est toujours moins polluant que la voiture et plusieurs dizaines de fois moins polluant que l'avion. Alors, pour le coup, ça prend quand même plus de temps et c'est vrai que ça coûte encore un peu cher. Il y a encore du travail à faire là-dessus pour que ce soit plus accessible. Mais il y a des astuces comme le train de nuit et c'est de ça dont je voulais parler parce que ça permet d'économiser tes nuits d'hôtel et de voyager la nuit, donc de garder tes journées pour pouvoir kiffer tes vacances. Et mine de rien, c'est de plus en plus développé. Là, j'ai regardé, en train de nuit aujourd'hui, tu peux aller à Stockholm en Suède, tu peux aller à Berlin en Allemagne, à Zagreb en Croatie, à Athènes en Grèce. En 2025, on pourra aller à Barcelone et en 2026, on pourra aller à Rome. D'ailleurs, en Europe, on est pas mal en avance là-dessus. On a un niveau de maillage du territoire par les voies ferrées qui est largement supérieur aux États-Unis, par exemple. La Chine, ils sont en train de nous rattraper, mais pour l'instant, on a encore une avance là-dessus, donc ce serait un peu dommage de ne pas en profiter, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sites qui permettent de programmer ces voyages. Il y a Riley dont on parlera dans une autre émission cette semaine. Il y a aussi Ourail. Toi Luciole, je sais que tu en as déjà pas mal parlé des voyages en train dans tes vidéos. Comment tu vendrais le train de nuit aux gens un peu sceptiques qui peuvent nous écouter? Alors déjà, il y a parfois de très très bonnes surprises dans les trains de nuit, que ce soit à travers le trajet. J'en recommande plusieurs, des super trains. Alors il y en a un en Norvège qui traverse un petit peu à l'horizontale, qui est le plus vieux train du monde. Donc les paysages, etc. On passe par des vieilles rails. Bon, après, faut être un peu passionné de train, dit comme ça, mais c'est aussi une question de paysage. Il y a ça aussi au Vietnam. J'avais fait un train de nuit où on passait par plein de petits villages qui étaient tous un peu illuminés avec des lampions, etc. C'était vraiment extraordinaire. On dort plutôt bien, je trouve, dans un train de nuit. Alors, ça dépend du format, parce que parfois, c'est soit un siège qui s'incline, ça, je l'ai déjà eu. J'ai déjà fait aussi. T'as des couchettes aussi, mais les couchettes, c'est pas non plus... Voilà. Mais par contre, dans mon souvenir, tu m'as mis un doute sur ma propre existence. J'ai déjà fait Paris-Barcelone en train de nuit. Ah ouais, okay. Alors, je crois que ça a fermé et que ça va réouvrir. Ah bah peut-être, parce que je l'ai déjà fait 2-3 fois, mais alors à chaque fois, c'était, je prenais l'espèce de siège qui s'incline. Ouais. Donc, bon, tu dors pas énormément, mais après, est-ce que tu vas à Barcelone pour dormir? Non. Donc, ce n'est pas bien grave. Et ça dépend aussi à quel stade de tes vacances t'en es, parce que si t'as déjà fait une semaine de vacances, tu dors dans tous les cas, parce que t'es crevé. Donc, c'est pas trop un problème. Et entre les paysages très sympas et puis... potentiellement l'économie qu'on fait, parce que le prix ça dépend en vrai. C'est vrai qu'on a tendance à dire le train c'est moins cher, blablabla, mais au final pour aller à l'aéroport, est-ce que tu vas prendre un taxi, est-ce que tu vas, tu vois, il y a plein de... Est-ce que tu te retrouves à devoir reprendre un ticket pour je sais pas quoi Ouais, c'est clair. Le train n'est pas inintéressant parfois. Donc voilà notre hype du jour. Bon, maintenant qu'on a évacué nos hypes et nos seums, on va pouvoir commencer à discuter de toi, Luciole, de ce que tu véhicules sur tes réseaux. Et ce soir, pour refaire le monde avec nous, on est ravis d'être avec toi, Luciole. Je rappelle que tu es autrice, créatrice de contenu sur les réseaux et navigatrice pour une asso qui s'appelle Aileron et qui œuvre pour l'étude et la conservation des requins et des raies en Méditerranée. Tout à fait. Et c'est intéressant parce que chez les gens qui s'intéressent à l'écologie, on a souvent l'impression qu'il y a un déclic à un moment donné, à un moment vraiment fondateur. Et toi, si je me trompe pas, ce qui t'a donné envie de t'engager un peu plus, c'est le Covid, parce qu'à ce moment-là, tu t'es rendu compte que tu passais un peu ta vie derrière un ordi. Est-ce que c'est un peu ça le moment où vraiment ouais, carrément, t'as eu ce déclic? Quand j'étais petite, déjà, j'étais un peu dans ce milieu marin avec 2 grands-pères capitaines. Et je faisais de la voile, etc. Et en fait, je m'étais toujours dit que je n'avais pas forcément une envie de métier particulière, comme certains enfants qui veulent absolument faire tel métier. Mais par contre, j'avais une seule condition, c'est que je ne voulais pas être derrière un ordi. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça quand j'étais petite. J'étais en mode « Ah, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de faire des trucs, etc. »
Bon, la vie fait qu'on se retrouve derrière un ordi. Il y a un moment, c'est comme ça, voilà. C'est la vie, donc je me suis retrouvée derrière un ordi, il n'y a pas de souci là-dessus, dans des open space, comme tout le monde, voilà. Et puis, les années ont passé, etc. Et le Covid, en effet, comme beaucoup de gens, enfermés chez soi devant l'écran, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Ouais. Là, c'est pas possible, j'ai pété un plomb. Fallait partir. Voilà, fallait partir. Et en plus de ça, j'avais entre-temps quand même accumulé pas mal d'expérience, une présence sur les réseaux sociaux qui me permettait de faire autre chose. Parce que c'est la liberté aussi un petit peu quand on a une plateforme, c'est de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, quoi. Être plus indépendant en tout cas. Donc ouais, ça a été ça le déclic de me dire mais je peux le faire. Donc je vais le faire. À une époque, je ne pouvais pas le faire, donc je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais là, je pouvais le faire, donc je l'ai fait. Pour le faire. Mais c'est hyper important, hyper intéressant ce truc de passer du temps devant les écrans. Parce que je me rappelle, il y a un auteur de science-fiction qui s'appelle Alain Damasio qui, dans une interview, disait on passe nos vies à caresser une vitre. Déjà, la formule, je la trouve incroyable. Et c'est vrai que quand on regarde nos temps d'écran, que ce soit sur nos téléphones, mais aussi du coup sur l'ordi, etc., qui ne sont pas comptabilisés, en fait, on peut facilement passer un tiers de notre existence sur les écrans, quoi. C'est clair. Ouais. T'as cassé ce cercle. C'est inspirant. C'est ça. Et les associations de protection de la biodiversité, en général, elles ont un rôle qui est un peu compliqué aujourd'hui parce que tu as beaucoup de gens qui vivent en ville, qui ne sont pas forcément en contact avec la faune et la flore. Et pour tout ce qui concerne les océans, c'est encore pire parce que c'est vraiment des espèces qu'on ne voit jamais. En tout cas, nous, ici, à Paris, c'est le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est hyper important de protéger les requins et les raies spécifiquement ? Alors déjà, les requins et les raies, parce qu'il y en a qui disent « mais pourquoi c'est les deux ? Pourquoi vous avez fait du favoritisme sur ces deux-là ?» Précisément, qu'est-ce que la raie vient faire à côté ? C'est de la même famille, donc d'où le fait qu'on les met un peu ensemble. Il y a d'ailleurs certaines espèces où c'est quasiment, visuellement, on ne sait pas si c'est un requin ou une raie. Voilà, alors ça paraît dur à imaginer, mais c'est de la même famille. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a engroupé cette catégorie. Et en fait, pour le requin, on est quand même sur le haut de la chaîne alimentaire. Donc comme tout système, tout écosystème, c'est important. Déjà, ils sont tous utiles à l'écosystème, mais c'est vrai que le haut de la chaîne alimentaire, qui en l'occurrence est maltraité, parce que le requin a une très mauvaise image, les gens le considèrent comme juste... un prédateur qu'il faut absolument éliminer, c'est-à-dire qu'ils applaudissent quand on tue un requin parce qu'ils sont contents, parce qu'ils ont peur. Voilà, exact. Merci les dents de la mer, merci beaucoup. Merci aux 45 films de requins qui sortent chaque année. Les gens ont peur d'aller se baigner et aimeraient qu'on se débarrasse de tous les requins pour qu'ils puissent aller nager tranquillement. Sauf que ça, ce n'est pas possible. Mais c'est plus ou moins en train d'arriver parce que malheureusement, les requins, pour la plupart, sont tous en danger ou alors en voie d'extinction, etc. Donc... voilà, c'est vraiment un devoir maintenant de les protéger pour les quelques-uns comme nous qui n'en ont pas peur et qui se sont suffisamment renseignés pour savoir que non, ce ne sont pas des tueurs sanguinaires qui vont aller vous choper les pieds à chaque fois que vous allez vous baigner. Ça ne marche pas comme ça. À votre place, je serais plutôt dérangée par les méduses, pour être très honnête, qui sont à la limite un peu plus relous que les requins. Mais qui ont leur importance aussi, finalement. Voilà, qui ont leur importance. Et d'ailleurs, pour les Parisiens, sachez qu'il y a des méduses dans les bassins parisiens. C'est d'ailleurs la seule espèce de méduse d'eau douce qui existe au monde. Et ça, c'est ouf, elles doivent être toutes petites, non ? Elles sont minuscules. Alors, elles sont un peu étudiées à l'aquarium de Paris. Mais avant d'en voir, il faut y aller. Elles sont urticaires, tu sais ? Ah, je sais pas. Parce qu'on voit souvent des gosses quand il fait vraiment chaud dans les bassins et tout. Ah, bonne question. Alors déjà, je crois que c'est très en profondeur, mais nouvelle peur débloquée. D'accord. Ah oui, c'est vraiment les bassins. Mais c'est vrai que je sais pas, elles sont vraiment en train d'être étudiées. Donc même moi, j'ai très peu de détails là-dessus. Mais voilà, en tout cas, la faune n'est jamais très loin de nous. On prend cette info. En tout cas, nous, ça nous régale de voir un peu tes vidéos avec l'asso Aileron. J'espère que ça inspire des gens à s'engager, à faire de même. Mais l'engagement individuel, on sait aujourd'hui que ça suffira pas. En réalité, pour le monde plus juste pour les gens et plus durable pour la planète qu'on voudrait construire, ça va pas dépendre que de ça. Il faut aussi des décisions collectives qu'on doit prendre tous ensemble, des choix politiques qu'on doit faire aussi. Et justement, en parlant de politique, aujourd'hui, les sujets dont on entend parler, c'est bien trop souvent l'immigration, l'armement et très peu la justice sociale et l'écologie. Donc on a décidé, Luciole, de te proposer de constituer ton propre gouvernement.
À la surprise générale, le Premier ministre François Bayrou constate le mécontentement des Français et renonce à ses fonctions. La foule en délire rassemblée devant l'Elysée hurle « Lucien, la Matignon !» Et finalement, le président de la République cède. Te voilà Premier ministre. On veut savoir qui tu mets dans ton gouvernement et pourquoi, sauf qu'on te rajoute une petite difficulté. T'as pas le droit de citer des personnalités politiques. Du coup, pour commencer, qui tu mettrais à la transition écologique ? Moi. Voilà, comme ça on règle le problème. Autonomination. Voilà, moi-même, et je ne serai entourée que de scientifiques. Voilà, comme ça c'est clair. Évidemment, toute ma team d'aileron, hein, s'il passe par là. Voilà. Donc on se retrouvera avec 40 biologistes marins à l'Assemblée. Au moins, peut-être que la science aura voix au chapitre. Pourquoi Elle sera pas, peut-être un voilà. peu plus écoutée. Priorité aux petits loulous de l'océan. Voilà, bien. ce sera Madea. Très bien. Et tu mettrais qui au ministère de la Culture ? Alors, de la culture, j'ai mis la personne qui m'inspire en ce moment, déjà d'un point de vue musical, artistique, mode, etc. Et c'est Doechi, voilà, que j'adore. Donc, bon, faudra prendre un petit traducteur, parce que du coup, c'est de l'anglais au français, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Franchement, ça va. Et voilà, ouais. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans sa musique ? Franchement, et dans sa façon d'être Ouais, sa façon d'être, son parcours. Ouais, son parcours. J'ai un peu envie de dire tout. Ouais. Rien que je pense que comme beaucoup de gens, j'ai été vraiment choquée par son Tiny Desk, qui est trop bien. Ouais, et ça, il y a eu un espèce d'avant-après ce Tiny Desk, parce que les Tiny Desk, ils sont tous un peu stylés. Ouais, ils sont tous un peu cool, voilà, tout le monde est bien habillé, les musiciens, tout ça. Mais le sien particulièrement, il y a une énergie, il y a quelque chose qui, je trouve, fait vraiment du bien. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas été en mode c'est une nouvelle personne que j'ai envie de suivre. Tu vois, j'ai envie d'aller m'abonner à elle sur tous les réseaux. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'ai envie de la suivre. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Je l'ai avec elle. Donc en tout cas, ouais, j'ai envie de la suivre, de voir ce qu'elle va faire et voilà, je scrute un petit peu à chaque fois. Et puis elle est sur une belle lancée. Si elle savait qu'elle serait bientôt ministre de la Culture en France, franchement. Autre poste hyper important, parce que c'est là que tout commence. Qui tu mettrais à l'Éducation nationale ? Alors, j'ai mis quelque chose qui, selon moi, a du sens. J'ai mis Jamy de C'est pas sorcier. Ok. Parce que j'ai vraiment appris tellement de choses avec C'est pas sorcier. Ouais. Pour notre génération, c'est quelque chose. Mais c'est ça. Et je trouve que le côté ludique et l'humour, surtout, c'est hyper important dans l'éducation. D'apprendre en s'amusant, pour moi, c'est un peu la clé de plein de choses. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire quand je fais de la vulgarisation scientifique ou autour de la biologie marine. C'est vraiment de faire des blagues, en fait. De faire rire pour apprendre. Pour moi, c'est un des meilleurs moyens. C'est ce qu'on avait dans C'est pas sorcier. Il y avait le côté, voilà, il faisait des petites blagues, il y avait la petite voix, le machin, le truc, la petite maquette. Et ouais, pour moi, c'est le meilleur moyen d'éduquer. Et ce serait quoi les 3 chantiers prioritaires de ce tout nouveau gouvernement ? Alors là, on arrête les blagues. On passe un message directement à Macron. Allez. Le premier, pas des moindres quand même, le plus grand chalutier du monde. Vous savez où il est ? À Saint-Malo. Actuellement, là ? Il est en France. Ah oui, ouais. Il est en France pour faire quoi ? Du surimi. Voilà, donc c'est un bateau-usine immense, c'est le plus grand chalutier du monde, donc on ne peut pas faire plus grand que ça. Et il est en France, il est chez nous. C'est pas sélectif, en fait, ça pêche tout plein d'espèces. En fait, ça ratisse le fond. Tout, vraiment, ne mangez pas de surimi, au cas où. Il y a plein de trucs où je ne suis pas du genre à faire la morale, mais le surimi, c'est vraiment, littéralement, le fond marin raclé. C'est un mélange de... C'est un mélange, c'est tout ce qu'il y a de plus crade au monde. Et alors, attention, il n'y a pas de crabe. Ah ouais. C'est faux, il n'y a pas de crabe dans le surimi. C'est faux, il y a 0 crabe. Oubliez ça, ça n'existe pas. Voilà, donc, allez, on remplace ce surimi. C'est ça, le surimi. Voilà, tout le reste, on s'en fout, mais juste ce truc-là. Voilà, donc ce bateau-là, merci. Chalutier, on en fait une boîte géante, un truc comme ça. On en fait, voilà, c'est ça, une espèce de boîte de nuit, je sais pas où. On en fait autre chose, mais ce bateau-là, merci, au revoir. Première mesure. Première mesure, la deuxième, attention, c'est très joliment dit, tout le fric aux hôpitaux. Voilà, pour moi, la santé, c'est complètement laissé à l'abandon. Voilà, c'est une surprise pour personne. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un hôpital, que ce soit un hôpital psychiatrique ou un CHU, c'est absolument catastrophique. Donc voilà, que ce soit la peinture qui déconne, pas de chauffage, pas de matériel, pas de lit, les gens sous-payés, pas de soignants. Voilà, donc ça, c'est juste plus possible. C'est un des trucs les plus scandaleux à mes yeux, c'est la santé en France. Voilà, donc... hop là, tout le fric là-dedans. Allez. On écoute Luciole. On prend. Voilà. Et la troisième mesure ?
Et là aussi, c'est très joliment dit, vraiment, c'est rien que pour ça, je ne pourrais pas être présidente, c'est baisser le prix de la bouffe. Ouais. Voilà. Non, mais... C'est aussi simple que ça. Bah oui. Je me débrouillerai pour trouver un moyen pour baisser le prix des courses, quoi. On entend parfois parler de sécurité sociale de l'alimentation pour justement essayer signer un projet, de même proposer. Ouais. Vraiment, peu importe, je fais appel aux meilleurs économistes du monde et je leur dis, on se débrouille pour baisser le prix de la bouffe. Voilà, c'est le seul objectif que j'ai. C'est ça. Ça devrait être santé, nourriture et évidemment un petit peu d'écologie toujours derrière, mais ouais, pour moi c'est juste les basiques. Ouais, finalement, on parle même pas tant du futur que ça. C'est vraiment les besoins primaires. C'est vraiment maintenant tout de suite. Maintenant, ouais, grave. Bon, Louisa, on valide ce gouvernement. Je valide le gouvernement. Bravo, Luciole. Donc alors, projetons-nous. Demain le monde, c'est ça aussi. C'est réfléchir au monde qu'on veut voir demain, mais aussi quelle place on y occupera. Et en interview, je t'ai entendu dire il y a pas très longtemps. Et peut-être que dans 15 ans, je serai fleuriste. Tu vois, on s'en fout, en fait, genre juste, ça circule, ça tourne, c'est tout. Bon, alors, les propos sont sortis de leur contexte. En gros, tu disais que tu pouvais changer de métier et que c'était fluide, etc. Mais si tu devais effectivement te reconvertir, avoir un job plus manuel, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple ? Plus manuel, alors j'ai toujours été un peu dans l'art, de manière générale. J'ai fait un petit bout d'études d'art, donc... j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est créatif, mais du coup, est-ce que c'est un vrai métier ? C'est aussi les mêmes débats. Parce que si demain, je deviens artiste peintre, avec mes petites toiles dans mon atelier, on va me dire pareil, on va me dire mais c'est pas un vrai métier, ça. Moi, je te dirais pas que c'est pas un vrai métier, mais par contre, ça reste un peu dans ce que tu fais, vu que tu es autrice, tu fais de la BD aussi. Ça reste créatif. Si tu devais sortir du domaine créatif, par exemple, tu as déjà eu une idée ou un truc où tu t'es dit ça, j'avoue, ça me plairait, même si c'est que un fantasme ou une idée que tu as eu comme ça, mais... Parce que tu sais, les gens ont souvent, quand tu creuses un peu, ils disent « Ah, moi, j'aurais adoré faire ça », et tu vois. Ouais, bien sûr. Alors, j'aime beaucoup le côté guide. Ok. Voilà, donc un guide de voyage, guide naturaliste, les Whale Watchers aussi, ceux qui t'emmènent voir des baleines. Donc ouais, je pense qu'il y a parce que j'ai cette petite appétence quand même pour la pédagogie, etc. Et me retrouver sur un petit voilier où j'amène des gens un peu au large pour leur montrer des dauphins, leur expliquer un petit peu la faune, etc. Donc le côté un peu guide, ça j'adorerais. Ouais. Ah, j'adore Luciole guide. Allez, on y va. Ah ouais, trop bien. Ce serait trop cool. Ouais. C'est 300 € l'aller-retour. Ah oui, donc... Alors, on le disait plus tôt, tu fais beaucoup de choses. T'es autrice, vidéaste, créatrice de contenu. Mais pour beaucoup de jeunes, aujourd'hui, c'est difficile de s'orienter, de trouver sa voie. Et la période ne s'y prête pas forcément. Il y a beaucoup de chômage. Enfin bref, c'est une période compliquée avec le réchauffement climatique. C'est pas évident de trouver sa place. Si tu devais donner un conseil à un jeune de 14, 15 ans qui réfléchit à quoi faire de sa vie, tu lui conseillerais quoi ? Alors déjà, je sais que statistiquement, les jeunes de 14-15 ans sont très intéressés par la création de contenu. Étant donné que c'est mon métier, je pencherai sur un conseil axé un petit peu sur ce sujet-là, car c'est forcément quelque chose qui leur viendra à l'esprit. Et c'est un peu, parce que j'avais déjà fait des conférences auprès des jeunes, et je leur avais aussi parlé de ça, du fait de ne pas voir la création de contenu comme une finalité en soi, mais plus un moyen d'exprimer tes passions ou ton métier. Et c'est ça pour plein de gros créateurs de contenu. Si tu prends par exemple Léna Situation, à la base c'est une passionnée de mode qui a fait des études de mode et qui parle de ça. Donc c'est cette logique-là qu'il faut avoir, tu vois. D'abord, faut se trouver une passion, un métier, c'est facile à dire comme ça, mais en tout cas, avoir un petit peu un domaine de prédilection et en parler sur Internet si ça vous fait plaisir, en faisant des vidéos. Et à partir de là, vous pouvez être créateur de contenu, mais de façon plus saine et moins instable que ce métier qui est quand même pas très stable, on va pas se mentir. Donc voilà, s'inspirer un petit peu des profils de gens qui partagent un peu leur métier, leur passion. Ouais. En fait, ça reste le médium et pas... c'est ça. Ce qui est important, c'est ce que tu vas raconter, voilà. Ce que tu vas faire derrière. Plutôt, au lieu de viser un métier, un salaire, etc., plutôt viser ce que tu as vraiment envie de faire de tes journées et comment tu as envie d'occuper tes journées. Et la preuve étant, moi quand j'étais petite, j'avais pas de métier particulier, mais par contre je savais que je voulais être en mouvement et que je voulais bouger. Donc voilà, rien que ça, c'est quand même très peu comme info, mais ça m'a suffi pour partir d'un postulat et de me dire, ok, j'ai quand même pas trop envie d'être derrière un écran. Je l'ai quand même été, mais voilà, ça m'a quand même gardé une petite ligne directrice. Aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre. C'est ça, exactement. Et pour revenir à toi, tu me disais tout à l'heure que tu habites à Paris.
comme t'évolues beaucoup aussi en pleine nature, en pleine mer pour le coup, est-ce que ça te fait réfléchir sur ta façon d'habiter et est-ce que tu te dis, est-ce que peut-être j'aimerais habiter plus dans un endroit avec plus de nature, peut-être à la campagne, peut-être ailleurs, ou est-ce que la ville, en fait, elle te correspond quand même bien malgré ces préoccupations que tu peux avoir? Je suis vraiment, j'ai grandi à Paris, donc on va dire que je suis quand même une pure parisienne. Donc ça fait partie de mon âme, mais par contre, c'est vrai que, alors j'ai grandi à Paris, mais je suis née en Loire-Atlantique et j'ai de la famille un petit peu à droite à gauche en France et même ailleurs. Et du coup, j'ai cette ouverture où je me dis, je suis pas coincée à Paris. C'est juste que c'est là, socialement, que j'ai quand même tous mes amis, tous mes proches. Forcément, vu que j'ai grandi ici, moi j'ai les mêmes meilleurs potes depuis que j'ai 11 ans. Donc du coup, il y a un côté un peu famille, un peu team, et ça, ce serait dur. C'est-à-dire que sur tout le reste, le côté logistique, le côté ne plus être en ville, aucun problème. Ouais. Au contraire, j'y ai pensé plein de fois et ça me ferait bien kiffer. Mais par contre, le fait de ne plus être proche de mes proches, ça c'est dur. Donc voilà, ça c'est autre chose. Voilà, donc rien que pour ça, je me vois pas passer le cap. Parce que voilà, ma vie sociale... Pas tout de suite. Pas tout de suite en tout cas, voilà. Et c'est déjà bientôt la fin de ce deuxième épisode de la saison 2 de Demain le Monde. Ce soir, on discute avec toi, Luciole. Et Luciole, il faut que tu saches qu'ici, on est convaincu que la musique, le cinéma, la littérature, mais globalement la culture au sens large, elle peut et elle doit nous aider à imaginer le monde qu'on souhaite voir advenir. Et d'ailleurs, ici, on ne binge-watch pas, on green-watch. On essaie de s'inspirer pour inventer demain. Louisa, qu'est-ce que tu as green-watché, toi, ces derniers temps? Moi, si comme moi, parfois, vous vous intéressez à l'environnement, évidemment, et à la SAP aussi, vous vous rendez compte parfois que certaines marques ne sont pas aussi vertes qu'elles le disent. Et si vous voulez savoir si vos marques préférées polluent ou non, j'ai un compte TikTok à vous recommander, c'est celui d'Audrey, connu sur TikTok sous le pseudonyme @AUD2D2. J'ai eu du mal. Un blaze un peu compliqué. C'est ça. Alors elle partage avec ses abonnés des conseils et des analyses pour consommer la mode de manière plus éthique et apprendre à décrypter les étiquettes de vos vêtements. Dans l'une de ses vidéos, elle explique notamment comment sont faites les matières synthétiques. Pour faire 1 kg de polyester, on utilise 1,5 kg de pétrole parce que oui, le polyester est évidemment une matière dérivée du pétrole. Alors ces matières, on pense les retrouver principalement dans la fast fashion et pas dans les marques un peu plus premium comme Sandro, Maje ou Claudie Pierlot, qu'on pense plus responsables car plus chères. Mais en réalité, Audrey explique qu'elles utilisent les mêmes composants synthétiques. Elle encourage aussi ses abonnés à aller vers la seconde main. Par exemple, elle nous guide un peu sur Vinted pour nous aider à trouver des petites pépites. Elle met aussi en avant les marques éthiques. Donc si vous voulez vous informer sur la mode, sur la pollution aussi engendrée par ce secteur et en apprendre plus sur comment éviter les habits qui ne sont pas forcément éthiques, je vous invite à vous rendre sur son compte TikTok. Donc encore une fois, @AUD2D2. Voilà. Ouais, tu fais bien de préciser parce que c'est pas évident. Mais ouais, on va follow. Hein. Tu connaissais Luciole? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu l'as peut-être déjà vu passer, mais... Ouais, peut-être, mais... Encore une fois, contente d'avoir la ref. Et moi, je voulais vous parler de BD aujourd'hui, et c'est cool que tu sois là, Luciole. Tu vas pouvoir nous donner ton avis de professionnel sur le sujet. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je trouve qu'il y a de plus en plus de BD sur les thématiques de l'écologie, de la justice sociale, carrément. Du féminisme, de l'antiracisme même. Ouais. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de celle d'Hervé Kempf, donc, qui est journaliste spécialisé sur l'écologie et qui est en ce moment rédacteur en chef de Reporter, et l'illustrateur Juan Mendes. Ça s'appelle Comment les riches ravagent la planète. C'est sorti en septembre dernier. Et ça explique super bien le lien entre le réchauffement climatique et les inégalités sociales, parce que des fois on peut se dire oui, bon, l'écologie, les inégalités sociales, c'est pas la même thématique, mais en fait c'est très très lié. Dans ce livre, on retrouve par exemple un exemple qui illustre super bien tout ce que je viens de dire, c'est la rivalité ostentatoire. En fait, ça désigne le fait de vouloir se distinguer toujours des autres, de vouloir avoir toujours plus. Par exemple, le très riche, il va vouloir un avion. Sauf qu'il sera toujours plus petit que le très très riche. Donc le très très riche, il va vouloir avoir un avion encore plus gros. Sauf que celui du très 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 riche, il aura une salle de bain dedans. Donc tu vois, en fait, t'en finis jamais, tu vois. Et donc non seulement cette poignée de personnes fortunées, en fait, elle détruit la planète par son mode de vie, donc les bateaux, les avions, les voitures, etc. Mais en fait, elles influencent aussi toute la société parce qu'on se dit que c'est ça la réussite. Donc en fait, où qu'on soit dans l'échelle sociale, on se dit il faut aller au-dessus. Et donc ça crée une sorte de cercle vicieux qui nous encourage à la compétition éternelle, à l'autodestruction finalement. Bref, comment les riches ravagent
ravagent la planète d'Hervé Kempf et Juan Mendes. C'est la BD dont je voulais vous parler, mais franchement, il y en a plein d'autres. Si c'est un support que vous kiffez, l'économie pour les 99% de Thomas Porcher, par exemple, qui est très cool, qu'on recevra plus tard dans la semaine, qui viendra nous en parler. Toi, Luciole, est-ce que tu as des BD comme ça que tu as kiffé sur ces thématiques-là ou Je pense la première qui me vient à l'esprit là comme ça, c'est La Route de Manu Larsenet. Alors La Route, c'est un livre de base, c'est aussi un film. Et, oui, voilà, de Cormac McCarthy. C'est ça, exactement. Donc on est sur du post-apocalypse, sur le catastrophe. Voilà, un monde qu'on n'a pas envie de voir, ça c'est clair. Donc c'est en effet très négatif, mais la BD est absolument exceptionnelle. Donc, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, non ? Ça doit faire un an quand même, je crois, il me semble. Ouais. On la voit encore dans les rayons. Ouais, c'est ça, on la voit encore en rayon. La choper. Vraiment, bon, de toute façon, Manu Larsenet, voilà, c'est vraiment les dessins, tu t'arrêtes à chaque case tellement c'est canon. Et après, le thème abordé, en effet, il est très négatif. C'est un monde détruit avec un père et son fils qui se trimballent en caddie à travers des ruines. Un monde rempli de cendres, quoi. Exactement. C'est très négatif, alors que normalement, je suis plutôt sur des trucs positifs, etc. Mais ça, j'avoue, c'est tellement un bel ouvrage. Mais pour le coup, comment les riches ravagent la planète, c'est plutôt positif, ça donne des clés de compréhension. Donc voilà, on va rester sur cette note-là. Voilà, ça et le conte d'Audrey 2D2. Vous allez finir par retrouver. Ce sont nos greenwashing du jour et c'est ce qu'on vous conseille de regarder dès que possible. Demain le monde avec Valentin et Louisa. Move. Et si on vous parle de tout ça, vous l'avez compris, c'est parce que ici, dans Demain le Monde, on est persuadé que la culture, elle peut nous aider à bâtir un monde plus durable, plus vivable pour tout le monde. Et la culture en 2025, c'est aussi la création de contenu, c'est aussi les youtubeurs. Toi qui as été au contact de gros youtubeurs, de gros créateurs de contenu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi un peu de ces enjeux écologiques, mais aussi sociétaux dans ce qu'ils peuvent véhiculer, dans ce qu'ils peuvent essayer de transmettre à leurs abonnés? C'est difficile de parler en leur nom, j'avoue. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet-là, pour être totalement sincère. Après, de manière générale sur Internet, j'ai l'impression que les gens ne se sentent pas spécialement légitimes à parler de ça, ce qui est un vrai problème, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pouvoir en parler librement. Ne pas se sentir, incohérent. Et pouvoir s'exprimer là-dessus ou du moins être curieux sans se faire allumer dans les commentaires en fait. Ça c'est l'objectif ultime, c'est qu'on puisse en parler librement, que ce soit pas un sujet bizarrement tabou, du moins qui est en train de le devenir, où les gens n'osent pas parler d'écologie, ils ont peur que on les accuse d'avoir mangé un steak il y a 3 ans et que du coup ils n'ont pas le droit d'en parler. Alors que ça n'a aucun sens et qu'ils ont le droit d'en parler, on a tous le droit d'en parler, même si vous avez un rythme de vie, un quotidien qui n'est pas très écolo, ce qui est le cas quand même de pas mal de youtubeurs, entre les voyages presse, etc., le fait qu'ils prennent l'avion, parfois pour aller à une OP à l'autre bout du monde pendant 48 heures, on a envie de dire c'est pas eux qui vont nous donner des conseils ou nous faire la morale. Mais parler d'écologie, c'est pas faire la morale, c'est juste discuter du sujet, peut-être inspirer sur d'autres choses, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais tu donnais un exemple qui était intéressant sur Taylor Swift. Ouais, franchement, tu vois, si tu prends l'exemple de Taylor Swift, qui est pas forcément un modèle de green, tu vois, pas l'écolo dont on a non, tous... pas pour ça. Taylor Swift, c'est le jet privé à la place du métro. Mais pour autant, si demain on me disait, Taylor Swift, elle va prendre la parole au sujet de l'écologie et sensibiliser à je sais pas quel truc, mais je dis oui. Oui, il y a plein de gens qui diront mais pour qui elle se prend celle-là, elle va parler de ça alors qu'elle prend son jet privé tous les matins, on s'en fout. Elle va sensibiliser d'autres gens. Ça fait avancer la cause. Exact, ça fera avancer la cause. Ça vous énerve parce que vous trouvez pas ça cohérent, mais il y a plein d'autres gens qui, eux, vont l'écouter et vont dire « Ah oui, maintenant, elle parle de ça, c'est intéressant. » Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça? Parce qu'imaginons qu'on a Weinstein qui nous parle de féminisme, on va peut-être se dire « Bon... » Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est différent parce que déjà, ça touche beaucoup plus à l'humain et beaucoup plus concret, tu vois ce que je veux dire? Et féministe, ce serait vraiment de sa part, ça n'aurait aucun sens parce que c'est un homme qui agresse des femmes et qui parlerait de féminisme. Sauf que un être humain sur la planète est légitime de parler de sa planète sur laquelle il habite. Oui. Et de dire, Taylor Swift est complètement légitime en fait de parler de la bio qui l'entoure, tu vois ce que je veux dire, et de l'écologie qui l'entoure. Si à un moment elle atterrit en disant, avec mon jet privé, j'ai vu qu'il y avait une rivière hyper polluée, etc. Donc on va aller tous la nettoyer ensemble. Ouais. Ok, on prend
on prend, tu vois ce que je veux dire? On va dire, allons nettoyer sa rivière. De toute façon, il faut qu'il y ait différentes approches pour que. En fait, il faut surtout que les gens en parlent de manière différente. Quoi. Mais il y a un peu un truc de. Effectivement, tu peux remettre en cause la parole d'une personne qui va être vraiment pas du tout alignée avec ce qu'elle prône, je trouve. C'est ça, mais on a plus de choses à perdre à pas en parler qu'à gagner, tu vois ce que je veux dire. Et le fait de pas en parler, de rendre ça tabou, c'est un vrai souci. C'est ce que je disais tout à l'heure, je m'étais retrouvée dans un podcast autour de l'écologie il y a vraiment longtemps de ça. On m'avait demandé, tu penses qu'on devrait inviter qui d'autre? J'avais dit, machin. Et on m'avait dit, on leur a tous proposé, mais ils se sentent pas légitimes de venir. Vous vous rendez compte du problème qu'on a là? C'est-à-dire que les gens ne veulent même plus en parler. On change de sujet, c'est genre non, on va pas parler de ça. Je trie pas mes déchets, donc on va parler d'écologie. C'est une catastrophe. Attention à pas tomber dans un truc trop extrémiste, quoi. Pas de culpabilité, c'est ça. Et tout à l'heure, on parlait des vidéos de youtubeurs sur lesquelles tu bosses, toi. Est-ce que ça peut passer aussi par l'écriture? Tu bosses aussi sur des vidéos de fiction, je crois. Récemment, tu as bossé sur celle de Cyprien. Ouais, tout à fait. Voilà. Est-ce que ça peut passer aussi par là, tu vois, genre changer un peu les moyens d'écriture pour faire bouger un peu les imaginaires ça à travers YouTube, qui est quand même le médium. Ça peut, bien sûr. En effet, vu que ça parle aux jeunes, c'est toujours la bonne occasion, on va dire, de faire passer certains messages et de essayer de faire des clins d'œil soit à l'actualité, soit peut-être que les jeunes sont eux aussi recouverts d'informations toute la journée. Donc pour une fois, faire passer le message en rigolant, c'est ce que je disais avec le côté éducation. On prend, tu vois, rendre la chose un tout petit peu plus légère, parce que c'est déjà très lourd dans l'information. Alors nous, on a un certain âge, on arrive à lire les infos normalement, mais quand t'as 14 ans, ça doit être très angoissant. Donc essayer de leur rendre la chose un petit peu plus légère, tant qu'à faire, histoire que le message passe mieux, quoi. Carrément. Luciole, on arrive déjà à la fin de l'émission. Demain, on sera avec Shirley Soignon, une humoriste qui nous questionne depuis qu'on a un peu plus de 20 ans. Elle nous questionne depuis plus de 20 ans. Elle vient de terminer sa tournée de ciné-rencontres, des soirées partout en France où elle a diffusé son dernier spectacle Être humain. Elle a pu échanger avec son public ensuite. Avec elle, on parlera d'éveil écologique, de ce que c'est que d'être humain aujourd'hui et puis d'utopie. Vous verrez qu'elle n'en manque pas. Bref, soyez présents demain sur Move à 21h. Merci Luciole d'avoir été là ce soir. Merci C'était à trop vous. Cool d'échanger avec toi. Merci. Merci Louisa. Avec plaisir, c'était top. comme toujours. À demain. Merci à Xavier à la technique, à Jeanne à la vidéo. Demain, on se retrouve même heure, même lieu avec Shirley Soignon. D'ici là, prenez soin de vous et ne baissez jamais les bras. Ciao, ciao, ciao. Salut.